Alors, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette journée pour la semaine de la sensibilisation à l'immunodéficience. Comme je suis infirmière de recherche, je vais vous parler un peu de la recherche, puis comment on est protégé au Canada puis en Amérique du Nord quand on participe à un projet de recherche. Souvent, quand on enrôle des patients dans des projets de recherche, il y a un peu de réticence, un peu de peur, puis je vais essayer de démystifier un peu tout ça. Alors, vous avez entendu déjà, quand on parle de sensibilisation aux immunodéficiences, on dit toujours aux professionnels de la santé, essayez de trouver le zèbre. Essayez de trouver le zèbre dans la horde de cheval. Mais en fait, quand on regarde les immunodéficiences, ça ressemble plutôt à ça, comme il y a une variation puis une variabilité d'immunodéficience qui fait que c'est difficile d'être diagnostiqué. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire de la recherche particulièrement dans les immunodéficiences, parce que c'est la seule façon d'augmenter les connaissances puis de trouver de nouveaux traitements. Puis la recherche sur les humains a commencé, la première recherche recensée. En fait, quand moi je pense à la recherche sur les humains, je pense à ça, puis ça me fait un peu peur. Alors, est-ce qu'on a vraiment raison d'avoir peur? On va essayer de voir ça ensemble. Comme je disais, les premières recherches recensées sur les humains, c'était à l'époque des gladiateurs qui étaient désignés pour faire des vivisections. Des vivisections, c'est des autopsies sur des sujets vivants. À partir de ça, la façon que les connaissances ont augmenté en médecine moderne, c'est par les autopsies de sujets des condamnés à mort qui étaient autopsiés par les médecins de l'époque ou par des corps qui étaient non réclamés. Ensuite de ça, la médecine a changé un peu, puis ils ont commencé à faire des expériences sur les animaux. Mais au début du 19e siècle, on a commencé à dire, est-ce que la recherche sur les animaux, c'est une bonne réflexion de ce qui se passe dans l'être humain? Puis on s'est rendu compte que parfois oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, les quelques prochaines slides sont un peu plus difficiles à voir, mais c'est important qu'on en parle, OK? Dans la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez déjà toutes les atrocités qui se sont produites, mais particulièrement dans les camps de concentration, il y avait ce qu'on appelle les docteurs nazis qui faisaient sur les sujets vivants, sur les personnes qui étaient les prisonniers, ils faisaient des expériences. Parmi ces expériences-là, il y avait l'effet de la congélation sur le corps. Les premières transplantations de membres ont été faites à froid dans les camps de concentration. Les premières inséminations artificielles ont été faites aussi lors de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. De façon concurrente, c'est-à-dire pas de façon conséquentielle, mais en même temps en Amérique du Nord, en 1930, dans la petite ville en Alabama qui s'appelle Tuskegee, le département de santé publique américain a mis sur pied un projet pour voir l'effet à long terme de la syphilis sur les gens. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une population à risque qui était très pauvre, des hommes noirs en Alabama. Ils ont pris 600 sujets. De ceux qui n'étaient pas déjà infectés par la syphilis, ils les ont infectés à leur insu. Puis ils les ont suivis pendant des années. Ils leur ont seulement dit, on vous surveille pour le mauvais sang, le bad blood. Puis ils leur ont promis des soins de santé, ils leur ont promis ce qu'ils appelaient une assurance décès. Ils allaient payer leurs frais funéraires à leur mort. Alors, ça s'appelait la Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. Déjà, le titre est un peu outrageant. Un dernier exemple plus près de chez nous, l'Institut Allen Memorial de McGill. Alors, si on se souvient, quand je vous ai mentionné les docteurs nazis, en fait, la CIA a recruté un de ces docteurs nazis-là pour mettre sur pied le projet MK-Ultra, qui était un projet qui était en fait pour voir jusqu'à quel point le corps humain peut supporter la torture. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un projet qui était extrêmement confidentiel. Alors, ils ont recruté des médecins qui n'étaient pas du tout au courant des buts de cette recherche-là. Puis, ils leur ont dit, on va essayer de reset, ou je ne sais pas comment dire ça, de rebooter le cerveau pour voir si on ne peut pas arriver à traiter les maladies mentales, comme par exemple la schizophrénie. Ils ont pris des sujets. Le centre hospitalier ici était un hôpital satellite. Alors, ils avaient plusieurs centres dans le monde où ils faisaient ça. Mais c'est un exemple qui est près de chez nous. Puis, ils faisaient la même chose. Ils faisaient des dépressions sensorielles, des abus sexuels, des abus physiques incroyables. C'est une des photos là, du centre hospitalier ici qui
qui montre ce qu'il faisait là, pour les dépressions sensorielles. Il les mettait dans des cages insonorisées pendant des mois et des mois, puis il surveillait quel effet ça pouvait avoir sur le cerveau. Alors, tout ça, ça a amené à des changements qui sont très importants, puis qui nous servent aujourd'hui parce que c'est ce qui fait qu'on est protégé quand on fait de la recherche. Alors, en 1947, suite au procès de Nuremberg, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qui a été, après les procès des docteurs nazis, il y a eu le code Nuremberg qui a été mis sur pied. C'est suite au procès de Nuremberg. Ce sont les premières règles en éthique de la recherche. Puis, ce qui ressort de ça, c'est que le consentement du patient est essentiel. On ne peut pas faire de recherche sans que vous soyez au courant. Suite à ça, la déclaration de Genève en 1948, qui est encore une fois suite au procès de Nuremberg, eux, ils ont fait une variation du serment d'Hippocrate. Okay? Puis ce qui sort de ça, c'est que les médecins ne peuvent pas faire de mal à leurs patients. Alors, ils ont introduit le concept de la non-nuisance puis de la bienfaisance. C'est un mot que j'ai inventé. Je trouvais que ça sonnait bien, mais finalement, le vrai mot, c'est bienfaisance. La déclaration d'Helsinki, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui encore. C'est un amalgame du Code de Nuremberg puis la déclaration de Genève. Puis elle introduit la conduite éthique en recherche médicale. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça. Ils ont été les premiers à introduire le concept de révision par un comité indépendant qu'on utilise encore aujourd'hui. Ça s'appelle les comités d'éthique en recherche. Aux États-Unis, à ce moment-là, en 1970, lorsque on s'est rendu compte du scandale à cause de la recherche de Tuskegee, le gouvernement a déclaré une commission d'enquête gouvernementale. Puis eux, ils ont pris les avis d'experts partout dans le monde. Ils ont pris le code de Nuremberg, ils ont pris la déclaration d'Helsinki, puis ils ont fait le rapport Belmont. Okay? C'est une commission d'enquête. Ils ont pris toute cette information-là, puis ils ont établi 3 principes éthiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Puis c'est extrêmement compliqué. Je vais essayer d'en parler un peu, mais c'est des choses qu'on pourrait passer facilement quelques années à discuter, puis il y aura encore des points qui seraient pas clairs. Alors, il y a le respect de la personne, qui est le concept le plus important, le concept de bienfaisance et le concept de justice. Ils ont aussi établi un code pour qu'on soit capable de mettre ça en pratique plus facilement. Alors, il y a le respect de la personne. Comme j'ai mentionné, le consentement est obligatoire. Puis aussi, le concept de protection des personnes vulnérables. Alors, c'est extrêmement difficile si vous êtes, par exemple, de faire de la recherche sur des gens qui ne sont pas capables de communiquer leur consentement. Par exemple, des gens qui auraient une déficience intellectuelle ou des gens qui seraient dans une situation où la recherche pourrait être considérée comme s'ils n'ont pas le choix. Par exemple, dans un endroit où ils n'ont pas accès au système de santé, puis leur seule façon d'avoir accès au système de santé, ce serait de participer à la recherche. Alors, il y a des codes extrêmement rigoureux pour s'assurer que ces personnes-là, ils sont protégés. Il y a le concept de bienfaisance, c'est minimiser les risques puis maximiser les bénéfices. Alors, on ne peut pas juste, par exemple, si on étudie une immunodéficience, faire une biopsie de votre cerveau pour voir comment ça se passe. Il faut que ça soit justifiable sur le plan scientifique, puis que les risques soient le minime. OK? Alors, il y a le concept de justice aussi, qui est un concept qui est un peu plus difficile à suivre parce que tout le monde devrait avoir un accès égal et une opportunité égale aux soins. Si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola en Afrique, puis il y avait quelques médicaments qui étaient disponibles, puis les gens disaient comment ça se fait qu'on ne prend pas ces médicaments-là, puis on ne va pas leur donner. Mais c'est ça qui est difficile à lier, parce que de toute façon, si on considère que ces personnes-là étaient des personnes qui étaient vulnérables aussi. Alors, des fois, il n'y a pas de réponses qui sont noires ou blanches en éthique de la santé, mais lorsqu'on a un doute, on va vers la protection puis l'abstinence. Alors, les applications, comme je disais, le consentement libre et éclairé, on doit être libre de toute coercition. Lorsque vous participez à un projet de recherche, le médecin va vous suivre de toute façon, puis va s'occuper de vous, que vous participiez ou non au projet de recherche. Okay? Il faut aussi évaluer les risques et les bénéfices. La sélection des sujets doit être faite à l'avance. Quels sont les critères d'inclusion? Quels sont les critères d'exclusion? Puis le comité d'éthique de recherche. C'est lui qui va régir tout ça. Alors, chaque établissement qui fait de la recherche a son propre comité d'éthique de recherche. C'est un comité qui est indépendant, qui ne répond d'aucune instance dans l'hôpital. Alors, il est libre de toute attache politique, puis il est à même de faire ses propres décisions. Il a inclus
obligatoirement 2 scientifiques qui sont spécialisés dans le domaine de la recherche. Par exemple, si Dr. Vin est spécialisé, c'est un médecin qui fait de la recherche, il ne va pas réévaluer un projet de recherche de quelqu'un, par exemple, qui soumettrait quelque chose en orthopédie. Il faut qu'il y ait une certaine recoupement des connaissances. Il y a un membre obligatoirement qui doit être spécialisé en éthique, comme Marie-Claude, je pense que tu fais partie du projet à ce titre-là. Il y a un membre qui doit être spécialisé en droit, puis un membre de la communauté qui utilise les services de l'hôpital. Par exemple, si vous utilisez les services de l'hôpital ici, vous pourriez facilement faire partie du comité d'éthique de recherche. Alors, le consentement libre et éclairé. Pour dire, ça, encore une fois, c'est un concept qui est assez complexe. On pourrait facilement parler pendant 4 heures, puis vous auriez encore des questions. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous devez être informé sur les risques et les bénéfices. Puis encore une fois, on doit protéger les gens qui sont vulnérables. Ce qui est important de savoir, c'est que les risques personnels sont plus importants que les gains pour la société. Alors, ce qui pèse le plus dans la balance, on ne veut pas dire « oui, mais c'est pas grave s'il y a un risque pour 10 personnes, si après on fait des découvertes qui sont importantes. » Non, vous êtes important, puis vos risques que vous prenez, c'est plus important dans les choix éthiques que les gains pour la société. Puis ce qui est extrêmement important de savoir aussi, c'est que le consentement est rétractable à tout moment, sans aucune raison. Si vous changez d'idée, vous avez signé un consentement, il n'y a aucun problème, à tout moment, vous pouvez vous retirer de l'étude. Je vais vous parler un peu des standards de soins parce que souvent, quand on fait partie d'un projet de recherche, on pense qu'on va recevoir des soins qui peut-être qui sont révolutionnaires, mais peut-être qui sont moins, puis c'est pas le cas. On doit toujours vous offrir le standard de soins. C'est-à-dire, si on fait une étude sur un cancer, par exemple, le standard de soins qui est reconnu, c'est la chimiothérapie. Alors, on va vous donner la chimiothérapie et un autre agent. Alors, on ne va pas aller recueillir de la rosée par un soir de pleine lune ou mettre du beurre d'arachide sur vos plaies. Non, c'est toujours le standard de soins qui est reconnu pour cette maladie-là. S'il n'y a pas de standard de soins reconnu, à ce moment-là, on parle d'un traitement qui est expérimental, puis ce n'est pas englobé dans les projets de recherche. C'est un autre processus qui est complètement différent. Peut-être Dr. Vin pourra vous en parler un peu plus tard, mais c'est souvent le cas dans les immunodéficiences. Ce n'est pas quelque chose qui est englobé dans les projets de recherche, c'est quelque chose qui doit passer au Canada par Santé Canada. Puis on parle à ce moment-là plus que d'un médicament expérimental, plus qu'un projet de recherche. Ou l'autre option, ce serait qu'on a échoué le standard de soins, puis à ce moment-là, on pourrait essayer un autre agent. Alors, les conseils pratiques, quand on vous demande est-ce que vous voulez faire partie d'un projet de recherche, lire le consentement au complet. Alors, poser des questions. Pas de oui, signer, puis non, je veux faire partie du projet de recherche. Prenez le temps de bien lire, puis de bien comprendre. Souvent, il y a des termes qu'on ne voit pas souvent, qu'on a besoin de se faire expliquer plus en détail pour être certain qu'on embarque là-dedans la tête tranquille. Okay? Ce n'est pas un contrat légal pour vous, c'est un contrat légal pour le chercheur. C'est-à-dire qu'il doit s'en tenir aux conditions qui sont inscrites dans le consentement. Mais pour vous, ce n'est pas un contrat légal. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment, que ce soit pour des raisons personnelles ou votre santé s'est détériorée puis vous trouvez ça un peu difficile, vous pouvez vous retirer à tout moment de. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a une différence entre votre dossier médical et votre dossier de recherche. Tout ce qui est résultat de recherche est confidentiel, qui est consigné dans un endroit, pas à votre nom, mais avec un code, puis personne d'autre que le chercheur a accès à cette information-là. Alors, c'est doublement important lorsque vous avez des dépistages génétiques. Peut-être qu'éventuellement, il y aura une loi qui va permettre que les compagnies d'assurance n'aient pas accès aux dépistages génétiques qui sont faits dans les conditions médicales. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, les dépistages génétiques que vous avez, ils ne sont pas confinés dans votre dossier médical. Alors, une compagnie d'assurance n'aurait pas accès à ça. Alors, lorsqu'ils vous demandent « Avez-vous eu un dépistage génétique? » vous pouvez dire non. OK? L'autre chose que je voulais vous parler, c'est si vous avez la chance que votre chercheur ait organisé ait une subvention ou ait organisé pour une biobanque,
Je vous conseille de participer à ça parce que souvent, on fait les recherches puis on se rend compte qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis en ayant vos cellules dans une biobanque, ça permet que quand il y a un autre patient plus tard qui se présente avec les mêmes symptômes, on a plus de chances d'être capable de peut-être trouver une réponse en comparant les mêmes résultats. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'avant d'être chercheur, votre médecin, votre infirmière, ils sont régis par les codes déontologiques du Collège des médecins, le serment d'Hippocrate pour le médecin, puis l'OIQ. Et avant tout, notre travail, c'est de s'occuper de vous, puis la recherche, c'est ce qui passe en deuxième. Alors, je vous présente quelques succès de la recherche sur les humains. Il y a la vaccination. Il y a eu beaucoup d'avancées dans le monde du cancer. Puis bientôt, j'espère qu'on pourra dire qu'en immunodéficience aussi, on aura fait de grandes avancées. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Y a-t-il des questions au site télévisé? On va commencer avec nos collègues à distance. J'ai un petit peu de misère à voir clairement. J'ai besoin d'une visite à l'unité New Look, je pense. Mais cependant, je ne vois pas de main, donc j'ouvre le micro ici. Allô? Merci pour la présentation. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il y avait un faisceau. Non, ma question, c'est concrètement, quand vous présentez les projets de recherche aux patients, comment ça se passe? C'est nécessairement, ça peut pas être le médecin, je pense, hein, qui... Ça peut. Ça peut, OK. Peut, mais c'est pas, dans les faits concrets, c'est pas le médecin. Simplement pour enlever cette option de coercition. De médecin et chercheur. Puis, donc, toi, tu conseilles aux patients, disons, de prendre le consentement puis de partir à la maison pour bien le lire, hein? Deux choses. Okay. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix de donner vos cellules, par exemple, parce que vous devez subir une greffe, puis après ça, on ne pourra plus revenir. Signez le consentement, donnez vos cellules, puis lisez le consentement après à la maison à tête reposée. Ça enlève un peu l'urgence de prendre une décision tout de suite. De toute façon, c'est une prise de sang ou peu importe. Puis après ça, vous pouvez toujours retirer votre consentement. Mais comment ça se passe habituellement? On donne le consentement, on donne la période de temps qui est correcte. Moi, je conseille de lire avec moi parce que je peux répondre aux questions directement. Parce que c'est quand même un langage qui est assez lourd, des mots, puis tous les options, tous comment on fait, les scénarios sont tous décrits et ne sont pas toujours applicables à toutes les personnes. Alors, quand je suis là, je suis capable de répondre directement aux questions, mais ils partent quand même à la maison avec le consentement. Okay. Merci. Donc, juste pour garder l'horaire, on va procéder à la prochaine présentation qui est moi. Alors, Mélanie a bien expliqué pourquoi la recherche est sécuritaire. Je vais essayer de vous convaincre pourquoi la recherche est nécessaire. Nécessaire pour vous, donc je vais essayer de vous convaincre pourquoi c'est nécessaire pour vous. Je vais essayer de convaincre la société, le gouvernement, pourquoi c'est essentiel aussi pour vous. Et la raison, c'est parce que dans le déficit immunitaire primaire, la recherche et le soin ne sont pas deux concepts séparés, sont intégrés un dans l'autre. Alors, on va parler de la recherche traditionnelle. On va parler de l'approche de la recherche sur les maladies orphelines ou rares, ou le MOR, ou le déficit immunitaire primaire. Et je vais donner des exemples concrets de mon programme ici au CUSUM. Alors, c'est quoi la recherche traditionnelle? Bien, la recherche traditionnelle, si on pense à quelque chose comme le développement de chimiothérapie ou des nouveaux médicaments cardiaques, ça commence avec un criblage d'un composé de plusieurs mille de produits, de substances, de composés qu'ils doivent essayer d'identifier, puis ça va dans certaines phases de dépistage. Et ça va aussi aller dans plusieurs phases d'essai, c'est-à-dire les fameux 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, dans lesquelles ils cherchent l'information sur la pharmacologie humaine, sur l'exploration thérapeutique, dans lequel, quelle maladie est-ce que ça peut être utile, quelle maladie est-ce que c'est inutile. La confirmation thérapeutique, OK, on voit que c'est bon pour le cancer, mais pas bon pour les maladies cardiaques, on va le poursuivre en plus de détails, quel type de cancer, quel dosage, etc. Et après ça, ça va dans les phases où on utilise de façon régulière comme thérapie. Alors, quand on suit ce processus, il faut comprendre qu'il y a ce type d'impression. C'est-à-dire, au début, ça prend des mois, mais pour avancer dans le développement de nouveaux traitements, ça prend des années. Et non seulement ça prend du temps qui
qui continue à augmenter à chaque phase, mais on a aussi besoin de beaucoup de patients. Au début, peut-être pas beaucoup, 20 à 100 pour juste voir si c'est sécuritaire à donner à un humain. Mais éventuellement, on a besoin des patients en termes de centaines ou à des milles pour voir si c'est efficace comme traitement. Ça marche bien quand on parle des maladies qui sont communes, comme les maladies cardiaques. Donc, ça c'est comme vous savez, les États-Unis, et ça c'est un historique de où se trouve la fréquence des maladies cardiaques aux États-Unis, et c'est quasiment partout, sauf peut-être Arizona, je ne sais pas pourquoi. OK? Et on sait que les compagnies pharmaceutiques investissent beaucoup d'argent dans ces conditions parce qu'ils font beaucoup de profits dans ces conditions. Et je ne veux pas montrer comme ça comme un commentaire cynique, mais ça, c'est la réalité du business. C'est-à-dire, ils investissent l'argent pour faire de l'argent, et c'est avec cet argent, ce profit, qu'ils investissent dans le développement de nouveaux médicaments. Donc, c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que ce modèle ne marche pas pour les maladies orphelines. Ça marche pour les maladies communes, mais pas pour les maladies orphelines, parce qu'on ne peut pas cibler 100 personnes pour voir si c'est sécuritaire et une autre 100 personnes pour voir si c'est efficace. Des fois, il y a juste quelques personnes avec une condition dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on est capable d'aider ces gens? La maladie orpheline, donc, a, comme vous savez, une définition de la fréquence de moins de 1 dans 2000. Donc, vous pouvez imaginer que ça, c'est moins de 1%. Juste pour mettre en perspective, la diabète a à peu près 40% dans certains groupes démographiques. Alors, on parle d'une grosse différence. Si on regarde les statistiques, on parle d'au moins 7000 maladies rares, dans lesquelles 80% sont en cause d'origine génétique, et dans lesquelles il y a moins de 200 traitements spécifiques pour ces maladies rares. Et on parle de toutes maladies rares, on ne parle pas juste de déficit immunitaire primaire. Alors, c'est quoi le fardeau de ça? Mais les Français sont mieux avancés ou sont avancés dans ce domaine mieux que nous. Ils ont vraiment réalisé que les maladies rares sont importantes. Ils ont pu identifier qu'il y a au moins 3 millions de Français concernés par des déficits immunitaires primaires, dans lesquels 3 millions de Français concernés par des maladies orphelines, dans lesquels l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par année, on parle de 1 cas pour 4000 naissances. Donc, il estime à peu près 150 à 200 enfants chaque année sont nés avec un DIP, qui est quand même beaucoup, surtout si un de ces 150 à 200 enfants sont le vôtre. Et il y a plus que 4000 patients, enfants et adultes, qui vivent avec un déficit immunitaire primaire. Donc ça, c'est pas négligeable, ce numéro. Alors, c'est quoi les taux équivalents au Québec? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et ça, c'est devenu un petit peu de notre passion ici, dans notre programme à Occlusum. Alors, la recherche dans les maladies orphelines est rare. Je vais juste vous amener sur un petit chemin de qu'est-ce que ça emporte exactement pour faire la recherche. Parce que j'ai des collègues en médecine, même en immunologie, qui ne font pas la recherche, qui me demandent « Hey, toi, tu as un labo, peux-tu faire la recherche sur mon patient? » OK. Premièrement, la recherche, il faut avoir une mission, un objectif, c'est-à-dire d'aider le patient, d'avoir une question concrète qu'on peut essayer de se poser, puis répondre. Il faut établir une équipe parce que chaque personne a des spécialités dans certaines choses. Ah, toi, tu sais comment pousser ces cellules, toi, tu sais comment mesurer telle chose. Alors, il faut établir une équipe. C'est pas difficile, surtout au Québec, parce qu'il y a beaucoup de sous-spécialistes dans des domaines. Et après ça, il faut demander des subventions. Parce que la réalité, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour faire la recherche. Donc, les gens pensent que demander des subventions, c'est remplir une formulaire puis le soumettre. C'est pas tout à fait ça. Quand on commence avec l'idée de faire la recherche, on est excité. Yay, on va faire une idée, on a une bonne question, des bonnes intentions, on a un plan, on a une bonne équipe, on est capable, on a juste besoin de l'argent. Et après ça, on est coincé avec la paperasse. Puis après ça, chaque feuille a besoin des autres feuilles, on a besoin de plusieurs choses. Et ça peut prendre, je vais juste dire, dans mon cas, ça prend des mois pour faire une application. Et vous pouvez imaginer que on peut facilement être débordé quand on prépare ces applications. Et juste pour vous laisser savoir, il n'y a pas beaucoup d'organismes au Canada qui donnent des subventions pour la recherche en général. Et celui qui est principal au niveau national, c'est-à-dire l'Institut de recherche scientifique du Canada, le IRSC, il y a un taux de succès de moins de 8%. Donc, c'est-à-dire de tous les chercheurs au Canada qui appliquent pour une subvention, moins de 8% à cette agence,
moins de 8% vont avoir une bourse. Et juste pour laisser savoir, écoute, juste pour mettre la réalité de la situation, ça prend des mois pour mettre ensemble une application. Donc, ça, c'est cette tâche, mais moi, j'ai des autres tâches. Genre, alors, je suis chercheur scientifique, comme vous savez. Je suis aussi médecin, donc je dois m'en occuper de la clinique externe. Et comme vous savez, il y a des patients qui ont des problèmes à tous les jours, même si je n'ai pas un jour de clinique, je dois quand même m'en occuper. Et aussi service de garde, où on a des patients très malades dans l'hôpital. Je suis aussi microbiologiste médical, donc je supervise, je surveille le laboratoire diagnostique de cet hôpital. Je suis membre de comité dans l'hôpital, dans des comités nationaux, dans des comités internationaux. Je suis membre de groupe de défense des patients, APIC, et puis des autres. Je suis supposé d'enseigner, je suis professeur. Je présente à des conférences scientifiques, comme la semaine dernière en Boston. Puis aussi, je suis supposé d'avoir ma propre famille dans laquelle je suis supposé d'être là pour eux. Alors, juste pour vous mettre en perspective pourquoi vous faites la recherche sur mon patient, c'est parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on est chanceux d'avoir une bourse qui a été subventionnée par une agence, les gens disent « Super, tu as l'argent ». Mais ce n'est pas vraiment ce type d'argent qu'on reçoit, c'est ce type d'argent. Okay? C'est des argents et des sous qui est à peine assez pour faire le budget de la recherche. Et n'oubliez pas que quand on achète des réactifs, on achète aux États-Unis. Et l'argent est canadien. Okay? Donc, juste pour mettre en perspective, quand le taux d'échange ne marche pas bien pour nous, ça devient même plus difficile. Et comme vous savez, il y avait un gouvernement récemment qui n'était plus là, qui n'était pas super en faveur des Canadiens qui font la recherche. Maintenant, avec ce problème enlevé, peut-être que les choses vont changer. Alors, imagine qu'on a on a une application sur une bourse pour faire la recherche. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Bien, on a besoin, bien sûr, de réinvestiguer ces patients. On doit collectionner des échantillons comme du sang. On doit engager des scientifiques. On est responsable pour leur salaire et leurs bénéfices. Dépendant sur l'argent qu'on reçoit, on peut avoir une grande équipe ou une petite équipe. On est responsable pour des équipements, de la machine, des réactifs. Donc, dans mon domaine, je fais la recherche sur les cellules et l'ADN. Donc, ça va influencer les types de réactifs et donc les achats qu'on a besoin. Juste pour mettre en perspective, ça, c'est un site web qui vend un anticorps pour détecter le protéine qui s'appelle CARD9, qui est un protéine qu'on étudie dans mon laboratoire. Je vais juste souligner le prix ici. Pour 100 microlitres, ça coûte 405 $. 100 microlitres, c'est à peu près 10 gouttes. Okay? Donc, pour 10 gouttes, ça coûte 405 $. Vous pouvez imaginer que ça prend beaucoup d'efforts pour essayer de développer des tests. On a besoin de plusieurs gouttes. Il peut y avoir des erreurs de plusieurs gouttes. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez imaginer que ça devient cher. Les gens disent, mais OK, oublie les tests. Comme ça, est-ce que tu peux faire le séquençage sur mon patient? Oui, absolument. Voici une facturation que j'ai reçue pour faire le séquençage sur... en fait, c'était 6 patients, mais il fallait avoir des contrôles parce qu'il faut mettre des contrôles aussi dans l'expérience. Donc, juste pour augmenter ici, ça c'était le prix, 8 133 $ pour faire 6 personnes. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ça prend du temps et de l'argent pour avoir les ressources pour faire les investigations. Et souvent, on a des résultats dans lesquels on ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, ça, c'est pourquoi on appelle ça la recherche. Parce qu'on ne doit pas seulement chercher, il faut rechercher et rechercher. Et des fois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Il faut trouver la réponse. Il faut développer des nouveaux tests pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on observe. Donc, la question qui tue. Pourquoi tu le fais alors? La réponse, c'est très simple. C'est vous. C'est vous. Notre programme aussi au CUSUM, on se voit comme la voix pour les gens qui ne sont pas capables de parler pour eux-mêmes. Dans la communauté médicale, la société, le gouvernement, vous avez une maladie orpheline ou rare, les déficits immunitaires primaires. Vous êtes très au courant que vous souffrez de ça. Il y a plein de complications. Mais comme j'ai dit au début, ce n'est pas un choix de popularité. Et vous ne devrez pas être négligé par la société simplement parce que vous avez une maladie orpheline.
Alors, c'est quoi des exemples qu'on fait ici dans notre laboratoire? On va aller un petit peu plus vite, juste pour être à l'horaire. On a ici un groupe de patients qui ont un champignon dans le cerveau. Le candida, c'est un champignon qui cause le muguet ou les vaginites. Ces gens ont eu le candida dans leur système nerveux central, soit un méningite ou un encéphalite ou un abcès, sans raison. Et ils étaient envoyés de partout au Canada, au Québec. Donc, en fait, il y a un aussi en Colombie-Britannique. Mais un de CHUM, un de CHUS, Sherbrooke, et un de Maisonneuve-Rosemont, qui avait non seulement des infections dans le cerveau, mais dans l'œil et dans l'os, et qui avait une sœur jumelle qui aussi avait des problèmes, mais sans symptômes. Dans ces gens, on a identifié une mutation dans une gène qui s'appelle CARD9. CARD9 est responsable pour cette voie moléculaire que je ne vais pas discuter en détail, mais juste pour dire qu'on a identifié une mutation commune dans les gens qui ne sont pas liés à parenté, qui n'ont pas de lien à parenté. Et on a fait des preuves pour démontrer que ces deux mutations sont dans ces francophones québécois à cause d'un effet fondateur. On a retracé leur généalogie et on a vu que chaque famille qui est affectée vient de à peu près la même région dans le côte du nord de la France. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé probablement, c'est dans la colonisation de la Nouvelle-France, ces gens sont venus avec leurs gènes sans savoir qu'ils portaient ces gènes, puis avec l'historique de la peuple québécoise, il y avait des gens qui avaient cette combinaison qui a amené à ce problème. Alors, ce défaut de CAD9 se trouve dans les francophones de Québec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? C'est cool, mais qu'est-ce que ça change? Mais dans mon laboratoire, on était capable de démontrer que cette molécule CAD9 est responsable pour les cellules à répondre aux infections fongiques en produisant un certain type de hormone ou cytokine du système immunitaire qui s'appelle le GM-CSF. Donc, juste pour vous montrer, ça c'est les épreuves qu'ils ne sont pas capables en vert ou blanc, ça c'est le normal, et en gris, c'est les patients, ils ne sont pas capables de produire ce cytokine. Et on était capable d'obtenir ce cytokine qui est indiqué pour utiliser dans les humains pour des autres raisons, dans deux patients. Le premier, comme j'essaie de montrer ici, ça c'est les résultats de ponction lombaire des cellules et des protéines. Bleu et noir sont les paramètres qu'on a mesurés. Et quand on est plus haut que la ligne bleue hachée ici, ou noir haché ici, c'est abnormal. Et vous pouvez voir qu'il était toujours anormal, malgré les bonnes antifongiques, jusqu'à ce qu'on l'a mis sur le GM-CSF, le cytokine. Quand on a arrêté, les choses ont empiré. Quand on a recommencé, les choses ont amélioré. Et on a un deuxième patient, à Fleurimont, qui était diagnostiqué palliatif ici à cause de cette infection. Mais lorsqu'on a mis sur ce traitement, tout s'est bien normalisé. Et 2 ans et demi plus tard, toutes les choses vont bien, tellement bien qu'il a perdu ses bénéfices de soins palliatifs. Et maintenant, il a dû trouver un hébergement indépendant. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Mais on a ce patient ici avec un déficit immunitaire combiné, dans lequel, quand il était enfant, un échantillon était envoyé à un centre de référence pour identifier s'il y avait un problème dans un certain gène. Ils ont dit non, tout est normal. Après 30 ans plus tard, il était venu à ma clinique pour faire une évaluation. Puis je dis non, c'est sûr qu'il y a de façon clinique ce problème. Je vais prendre ces échantillons dans mon laboratoire, puis on va investiguer. Alors, je peux juste vous dire, dans cette gène, il y avait une mutation dans laquelle le normal produit un isoforme d'à peu près ce niveau, mais vous pouvez voir que le patient produit une protéine un petit peu plus court, et ses parents et ses sœurs qui ne sont pas affectés sont un mélange des deux. OK, cool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on avait dit, mais est-ce qu'on peut développer une molécule qu'on appelle un morpholino pour cibler ces mutations, pour en fait empêcher la protéine mutante et le retourner à une protéine normale? Alors, la réponse, c'est oui. On était capable de faire ça. Alors, vous voyez qu'il y a une forme mutante ici, et quand on met le traitement, la mutante est disparue et la protéine est retournée normale. Et on est capable j'essaie de vous montrer dans cette figure qu'on était capable d'aller à un niveau de protéines réduit à un qui est augmenté. On peut voir ça dans plusieurs conditions, et on a des autres épreuves qui ont démontré que ces cellules sont retournées à normales. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut utiliser cette information pour aller à une compagnie, pour développer ça comme un nouveau traitement pour ce patient, parce qu'il est trop vieux et trop malade pour avoir une greffe. Alors, on essaie de développer cette nouvelle thérapie moléculaire et innovatrice pour aider cette personne avec cette mutation spécifique. Dernièrement, juste un dernier exemple, découverte. Alors, on a une famille qui vient des îles de Madeleine, qui a un déficit immunitaire combiné dans lequel on a fait séquençage de toutes 28 à 30 000 gènes dans son corps,
puis on a trouvé ce signal qu'on a confirmé qui est abnormal. Donc le contrôle porte une base ici qui est normale en bleu, et puis le patient porte la base ici en noir, qui est abnormal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici des images pour essayer d'expliquer ça. Quand on voit ce changement vers la direction droite, de bleu à rouge, ça veut dire qu'on est capable de détecter les protéines à la surface des cellules. Et ça, c'est dans les cellules de plusieurs contrôles saines. Mais dans le patient, en utilisant plusieurs types d'anticorps, on n'a pas de protéines qui sont détectées sur la surface de ces cellules. Alors maintenant, on est en train d'utiliser des médicaments qui sont indiqués pour être utilisés dans les humains pour des autres raisons, dans lui, pour essayer de re-exprimer ce protéine sur la surface de ces cellules, pour essayer de rebooster son système immunitaire, parce qu'encore une fois, il est trop vieux pour faire une greffe de moelle osseuse. On fait ici, notre programme ici au QGE fait partie d'un gros réseau, surtout aux États-Unis, dans mon ancien laboratoire au National Institute of Health en Maryland, mais aussi avec un gros collègue aussi à Rockefeller, et aussi en Europe et en Amérique latine. Donc, on fait partie, donc si notre laboratoire, notre programme n'est pas capable de faire des investigations, on fait partie des réseaux qui seront capables possiblement de faire les investigations nécessaires. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour retourner la question, c'est quoi le fardeau? Combien de déficits immunitaires primaires y a-t-il au Québec? Combien de personnes au Québec sont affectées par ces déficits immunitaires primaires? On aimerait répondre à ces questions en plus de détails, parce que je pense qu'il y aurait des effets sur la gestion dans le système de santé. On sait par exemple qu'on va commencer à implémenter des tests de dépistage de nouveau-nés pour voir s'il y a des déficits immunitaires combinés de type sévère dans peut-être 1 ou 2 ans. Puis, je pense qu'on doit commencer à utiliser ça pour agrandir les autres tests disponibles pour les autres membres de la population. Et parce que vraiment, quand on parle de déficit immunitaire primaire, on a les DIP qui sont connus, il y en a plein d'autres qui sont à découvrir. Notre programme essaie de faire les deux dans notre programme translationnel, donc clinique et recherche, pour avoir non seulement un meilleur diagnostic, mais quand on vous donne un diagnostic, c'est pour se traduire à de meilleurs soins, non seulement pour vous, mais pour votre famille. Qui d'autre est à risque? Qu'est-ce qu'on doit surveiller comme complications? Ça, c'est les questions qu'on a besoin de savoir. Donc, juste pour résumer, la recherche dans les maladies orphelines est rare et, dans ce cas, les DIP est absolument nécessaire pour non seulement mieux comprendre les DIP qui sont déjà connus, mais pour permettre un diagnostic des nouveaux DIP, non seulement aux patients, mais à la famille. Et c'est important, j'espère que je vous avais convaincu, que c'est nécessaire pour développer des traitements qui sont spécifiques aux conditions qu'on voit pour chaque personne. Dans mon programme, ça c'est ce qu'on fait surtout, c'est essayer de faire cette recherche translationnelle. Et pourquoi on trouve ça surtout important? C'est parce qu'on ne veut surtout pas que vous vous sentez abandonné quand les choses sont difficiles. Oh boy, OK. OK, c'était un joke. OK, alors avez-vous des questions? Juste pour le temps, on va commencer avec nos collègues à distance. Non? Pas de questions, merci. OK. Puis ici, dans la salle? Hey, j'ai pas dit ça. J'entends des voix, mais je ne vois pas ça. C'est comme je suis malade. Vas-y. Je voulais savoir, pour les maladies qui sont plus rares et comme inconnues, est-ce que c'est plus difficile de recevoir des donations parce qu'ils ne sont pas connus? Alors on a une façon pour que notre programme peut recevoir des dons, mais le critère que j'impose, c'est qu'on refuse de prendre des dons des patients qu'on sert dans la clinique. Pourquoi? Parce que c'est quand les gens sont désespérés qu'ils achètent leur recherche ou leurs soins, et ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas la responsabilité de la personne malade à subventionner la recherche dans leur maladie. C'est à la responsabilité de la société, du gouvernement. Donc, je vais taper l'épaule des industries pour demander pour des dons. Et on était chanceux que, parmi plusieurs, CSR Behring subventionne notre programme de recherche.
Mais je ne peux pas, en bon foi, prendre l'argent d'un patient qui est malade parce que, un, je ne peux pas garantir des résultats. Et deux, c'est pas pour moi acceptable qu'ils sont assez désespérés qu'ils doivent acheter un essai pour quelqu'un essayer de découvrir c'est quoi leur problème. Oui, mais je peux vous dire aussi que c'est difficile parce que quand on parle de nouvelles maladies, la science, le problème avec la science, c'est que c'est répétitif. Donc, les choses qui sont connues, ça c'est plus facile à subventionner. La diabète, tout le monde sait, puis on va essayer de faire des petits avances dans ça. Mais quand on parle des maladies qui ne sont pas bien connues ou qui sont à découvrir, ça c'est un obstacle quand même assez énorme des fois à surmonter dans les applications. Ma question, c'était, quand vous demandez des subventions, est-ce que c'est en termes de centaines de milliers de dollars, de millions? Tu sais, des fois, quand on est un patient, c'est le fun à savoir combien on vaut. Alors, l'idéal pour le IRC, par exemple, on a soumis 2 applications cette année. Un pour à peu près 400 000 pour 4-5 ans et un pour à peu près 200 000 pour 2 ans. Je dois dire que, par contre, on soumet des subventions où on a 3 000 $ pour un an, ou même pas une bourse, mais ils vont nous fournir certains réactifs. Donc, quasiment, je suis le petit vagabond des fois dans la recherche et je frappe avec mes gants tout déchirés, mes vêtements tout déchirés, porte à porte pour essayer de ramasser des sous. Madame, vous avez eu une question? Ou petite madame? Oui. J'avais juste une question par rapport aux allergies alimentaires qui sont connues comme maladies auto-immunes. Comment on les classe par rapport à la déficience immunitaire du moment où il y a des anomalies dans les chromosomes, dans les chaînes? Est-ce qu'il y a un lien par rapport avec ça? Donc, peut-être je vais demander à Marie-Claude de répondre à ça, ou peut-être dans la session de pause qui va s'arriver. Mais oui, on peut avoir en général des allergies à plusieurs choses, alimentaires, environnementales, médicaments, etc., qui font partie, une manifestation de certains déficits immunitaires primaires, ou des fois la manifestation principale d'un déficit immunitaire primaire. Donc, ça peut être principalement le symptôme, ou ça peut être un de plusieurs symptômes dans un syndrome. Mais ça aussi, ça agrandit plus et plus. Je dois avouer, par contre, parce que je suis plus infectiologue et pas allergologue, que je suis moins connaissant dans ce domaine. Marie-Claude, par contre, elle voit ça souvent, je pense. Donc, elle pourrait mieux vous répondre. Oui, madame? Je me demandais s'il y avait un délai, comme lorsque vous mettiez en place un projet de recherche, est-ce que vous avez un temps maximum pour réussir à découvrir? Pour moi, l'horaire, c'est la santé du patient. Il y en a des patients où ils sont malades, là, il faut se grouiller, et je demande de overtime et des choses comme ça des gens qui travaillent avec moi. Il y a des gens qui, malheureusement, sont un peu moins malades, donc il faut aller un petit peu, on peut prendre le temps pour essayer de découvrir ou de ramasser des fonds pour faire de la recherche. Je peux vous dire qu'une des maladies qu'on a travaillé quand j'étais aux États-Unis, que Geneviève a mentionné, la première patiente dans ce cohorte qu'on a découvert, le GATA2, ça fait à peu près 27 ans avant que je suis arrivé, qu'elle s'est présentée à l'institution. Le premier patient avec le champignon dans le cerveau, ça faisait à peu près 9 ans qu'il avait cette maladie avant qu'il était envoyé à moi. Donc, ça peut prendre des années. Le petit jeune où on a développé le morpholino pour empêcher la mutation, ça a pris 30 ans avant qu'il y ait eu ce diagnostic correct. Puis après ça, on est en train de juste finir l'expérience pour prouver qu'on peut vraiment guérir ces cellules. Donc ça a pris à peu près 1 an et demi. Et maintenant, si on peut aller à une compagnie pharmaceutique, ça peut prendre peut-être des années. Parce que la compagnie pharmaceutique, ça se trouve aux États-Unis. Donc, il faut aller dans ce processus américain pour essayer, avec leur démarche de sécurité, efficacité, etc., avant qu'on pourrait même l'utiliser dans lui. Mais il est bien maintenant, donc j'espère un jour lui rappeler dans ma clinique pour lui dire on est prêt à commencer. Je voudrais savoir, est-ce que vous faites partie des Téléthons? Monsieur, quelqu'un me parle. Ah, oui. Des Téléthons? Non. Ni des Téléthons, ni des marathons. Non. Oh, j'avais peut-être une question pour vous.
Ah oui. Ici, est-ce que ça peut arriver, comme là vous parlez, il faut que vous allez voir les compagnies pharmaceutiques pour avoir le produit pour guérir, mettons, la personne. Ça peut-tu arriver que vu que c'est juste une maladie rare, que ce soit juste une personne ou 10 personnes, que les pharmacies, les compagnies pharmaceutiques embarquent pas pour faire le médicament? Absolument. Parce que c'est pas payant pour eux autres. C'est pas payant, mais des fois, il faut être un petit peu convaincant. Dans la première groupe avec le champignon dans le cerveau, on était capable de convaincre la compagnie qui le produit pour des autres raisons de nous le fournir gratuitement. Donc, ça fait 3 ans maintenant, ils le font. En fait, ils étaient vraiment excités avec ça. Ça faisait partie de leur portfolio maladie orpheline. Ils m'ont invité, on a fait développer un plan pour faire un essai international, parce que j'avais des collègues avec cette type de personnes. Et dans à peu près 6 mois, tous ces gens dans ce groupe de maladies orphelines étaient congédiés. Et ça change facilement. Et le plan est maintenant changé. Ils sont moins intéressés dans les maladies orphelines. Alors oui, c'est dur. C'est dur. Mais je peux vous dire que une autre compagnie reliée à celui-là que je viens juste mentionner, ils ont un médicament dans lequel ils injectent de ce même style pour traiter le cholestérol élevé dans les francophones québécois. Parce qu'il y a aussi une maladie génétique de cholestérol dans les francophones québécois. Donc, ça, oui, mais alors j'utilise ça comme infrastructure pour essayer de les convaincre de nous aider pour ces autres types de traitements. Mais je dois dire que ça prend du temps, puis négociation, puis quand on n'a pas d'argent, puis on négocie avec les compagnies pharmaceutiques, des fois c'est David contre Géant. Oui. En fait, c'est plus un commentaire. Pour être dans le milieu, c'est certain, moi je travaille avec Dr Haddad, comme la plupart connaissent, qui est un médecin-chercheur comme Dr Vin, puis moi, souvent, Dr Haddad est comme vraiment très découragé, surtout en septembre, là, quand les IRSC sont à remettre, donc ils ont à fournir les protocoles de recherche. Mais ce que j'ai à dire, en fait, c'est que les médecins-chercheurs, en général, sont vraiment habités par une passion. Puis, c'est clair que si vous étiez pas là, la condition des patients serait vraiment, en tout cas, l'espoir serait vraiment beaucoup moins présent. Puis, physiquement, psychologiquement, je pense que c'est très difficile. Puis, vous pourriez décider juste de tout lâcher puis de faire de la clinique, d'être payé quand même. Donc, moi, je trouve que c'est un gros bravo puis un gros merci de rester passionné puis rester à chercher parce que je pense que la recherche, c'est vraiment un domaine assez ardu en soi pour plein de raisons. Fait que, merci puis lâchez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup.